Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 1945 de ITV. Cet incendie samedi soir au parc Lambaye en centre-ville, dégâts matériels importants, des commerçants inconsolables et des riverains désemparés sont partagés sur cette décision du maire. Aliou Ndoye souhaite fermer le site pour des raisons de sécurité. Le constat sur place dans ce reportage de Youssouf Konté et Mafalfal. Parc Lambaye en centre-ville, les stigmates de l'incendie de ce samedi soir sont encore visibles. Les sapeurs-pompiers toujours en action pour éteindre définitivement le feu. Sur l'avenue Lamine Gueye, des commerçants désemparés, plusieurs de leurs marchandises parties en fumée. Je suis rentré à la maison et c'est par la suite qu'on m'a appelé pour m'informer que le marché a pris feu. Pour avoir une confirmation, j'ai appelé, mais malheureusement, c'était la vérité. Je ne saurais te dire combien j'ai perdu, mais c'est beaucoup d'argent qui est parti en fumée. Les populations prennent d'assaut le site pour observer les dégâts. Les riverains ont vécu un calvaire ce week-end. Cela fait très longtemps qu'on habite ici avec nos familles. Quand on a vu les flammes, on a eu très peur. Personnellement, j'avais la peur au ventre et j'étais extrêmement stressée. On n'en peut vraiment plus de ces incendies à répétition. Quand il y a incendie, ça nous fait mal vraiment. Ça fait trop mal. Mais bon, on n'y peut rien. Plus que fatigué. Je te dis plus que fatigué. Les bagages sont toujours à notre disposition. Même quand je veux descendre les escaliers, des fois il y a des gens assis. Je n'arrive pas à descendre. Le maire de Dakar Plateau débarque sur les lieux pour constater à nouveau les dégâts. Après avoir exprimé sa compassion aux victimes, Aliou Ndoye se veut clair. Tous ces derniers jours, les agents luttaient contre ce que vous voyez là, l'occupation de cette voie. Qui ne peut pas continuer, je veux qu'ils l'entendent. Ça ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer à l'accepter. Parce que tu peux dire que moi, ma vie, elle n'est pas importante, mais tu ne peux pas mettre en danger la vie des autres. Pour éviter ce genre de danger, le maire Ndoye le dit à qui veut l'entendre. Le site sera fermé pour plus de sécurité, mais personne ne sera recasé. Moi, en tout cas, en tant qu'institution municipale, je n'ai aucun site de recasement pour cette question, pour que ça soit très clair. Ici, c'était normalement un lieu de travail. Aujourd'hui, il y a des habitations à l'intérieur entourées de tous les risques possibles et imaginables. Vous avez vu que tout ce qui est là est inflammable. Et les populations sont partagées. Fermer ce site va nous poser énormément de problèmes, car depuis qu'on est tout petit, on connaît que ce site. Et si un bon jour il décide de nous faire quitter, ça sera la fin de notre activité. Donc c'est le maire qui décide, ce n'est pas nous. Vous êtes favorable à sa décision? Bien sûr, à sa décision. On n'y peut rien. S'il décide, c'est lui le chef. On ne fait qu'accepter. Parc Lambaye a pris feu au moment où Dakar se vide de ses commerçants qui ont rallié la ville sainte pour le grand Magal de Touba. Mais en attendant, les populations s'interrogent sur le sort qui sera réservé définitivement au Parc Lambaye. Ahmad Khalifa Niasse, invité du JDD, le religieux justifie la célébration du Magal et Gamou par des dimensions mystiques, mathématiques et intuitives en cette période de pandémie. Il dit également comprendre la décision d'autres foyers religieux de ne pas organiser d'événements religieux cette année. Face à Mamadou Ibra Kane, il appelle les femmes à chercher le savoir afin d'occuper leur place en islam. La synthèse de l'émission JDD, c'est avec Abdourahmane Li. Malgré le contexte de pandémie, le Gamou, celui des Niassènes en tout cas, aura bien lieu à l'instar du Grand Magal de Touba célébré mardi. Une décision qui s'explique, selon Ahmed Khalifa Niasse, par la dimension mystique, scientifique et intuitive prise de l'événement. Donc le Magal se tient au moment où Covid se mesure à partir du chiffre 0. 0,3, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9. On est déjà au seuil du 0. Quand on est à 10, on est à une personne près
pour que le compte commence par 0. Et ça, c'est un signal fort dont le marabout tient compte. Parce que le marabout a besoin de 3 éléments pour décider. L'élément mystique, l'élément mathématique et l'intuition humaine. Je ne parle pas de l'intuition des saints hommes, de l'intuition humaine. Et l'un dans l'autre, il fait son équation et donc égale Magal. L'invité du jury du dimanche a abordé le cas Sokhna Aïda Diallo, troisième veuve de feu Cheikh Béthio Thioune, interdite de tenir toute manifestation religieuse durant le Magal de Touba par le calife. Ahmed Khalifa Niasse dit comprendre cette décision. Par ailleurs, il invite les femmes à chercher le savoir, seule voie qui leur permettrait d'occuper toute leur place dans la religion. Et des femmes savantes en islam, ça existe partout. Si aujourd'hui on a une génération de femmes savantes qui connaissent le Coran et les livres, la culture islamique plus que des hommes, mais elles seront des marabouts. Attention. Des marabouts. Des marabouts. Il y a des marabouts en islam. Par exemple, chez les mourides, il y a 2 magal. Le magal de Touba, dédié à Cheikh Ahmadou Bamba, et le magal de Proham, dédié à Mame Diarra Bousso. Le féminin n'a pas encore emprunté les escaliers de l'école coranique. Il faut qu'on ait des femmes savantes en islam et nous les écouterons tous. Mais nous ne voulons pas que la jupe soit le seul argument. Chef religieux de la famille Niassène, Ahmed Khalifa Niasse parle d'une facette quelque peu méconnue des chefs religieux, des personnalités qui gèrent une vraie économie. C'est que le marabout, il pense d'abord économie. C'est que même si le fondateur, lui, il est asset, moi aussi je suis asset. Même si j'ai des milliards, mais je suis asset. Parce que je les donne, je nourris les gens, je les produis sans manger. Je vous dis, le deuxième pilier de l'islam, c'est l'argent. Même quand vous allez, Alif Lam Mim, il tombe par et qui investissent à partir de leurs biens. L'islam maudit les personnes qui thésaurisent l'or sans le dépenser pour faire tourner l'économie. Une fonction ne doit pas être un mur pour servir d'immunité. Cette phrase est d'Ahmed Khalifa Niasse, qui est revenu sur le cas du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Mansour Faye avait annoncé qu'il ne répondrait pas à l'OFNAC avant de dire le contraire dans une conférence de presse. Pour Ahmed Khalifa Niasse, il est surtout question de respect vis-à-vis du peuple. Il est interrogé par Mamadou Ibra Kane. Quand j'étais ministre, j'ai toujours répondu au tribunal sans me cacher derrière mon titre de ministre. Je trouve que même le président, si aujourd'hui il y a une convocation, il doit montrer son respect du peuple, parce que la justice est donnée au nom du peuple, et aller comme tout citoyen, se présenter devant la barre du tribunal, gagner ou être condamné et repartir comme si de rien n'était. Moi, je ne trouve pas qu'une fonction doit être un mur pour servir d'immunité. Le Magal et les contraintes du travail. Évidemment, l'on peut toujours solliciter une autorisation d'absence auprès de son employeur. En revanche, dans certains secteurs, les chances d'avoir un avis favorable sont minces. Abdourahman Li. Ablaye Niane a commencé sa journée à 5 h du matin. Cette journée prend fin à 13 h, un rythme qu'impose le flux d'appels des clients. À quelques jours du Magal, il ne se fait pas d'illusions. Pour lui, même pas la peine d'écrire une demande d'absence pour effectuer son pèlerinage. Parce qu'il y a d'autres collègues qui sont là, d'autres camarades qui veulent s'y rendre, mais ils ont des difficultés de trouver ces congés-là ou une simple autorisation pour s'y rendre et venir. On est là, on doit respecter un contrat qu'on a signé. Donc, eux, ils donnent leurs autorisations et les congés en rapport avec l'activité. Si l'activité le demande, donc ils ne pourront pas donner comme ça des congés comme ça. Avant de pouvoir se rendre dans la ville sainte de Touba et prier pour sa famille et pour lui-même, Mohamed Sané doit d'abord prier pour qu'il n'y ait pas beaucoup de demandes d'autorisation dans l'entreprise qu'il a recrutée. Il est agent de sécurité. S'il y en a beaucoup, on les permet. Aucune personne peut aller au Magal. S'il y a peu, on va les permettre. Chaque élément qu'ils ont parti au Magal sans autorisation,
sans autorisation, sans leur accord, à leur retour, on va leur donner une demande d'explication, puis mise à pied 8 jours. Les mises à pied 8 jours, tu vas rester chez toi, pendant 8 jours tu ne travailles pas. En ce moment-là, on va couper dans votre salaire. Au minimum, les 8 jours-là, au minimum 40 000. À moins d'une semaine de l'événement religieux, tous les esprits sont tournés vers Touba, en dépit du contexte particulier avec la pandémie de Covid-19. Abdourahmane Ly, à 48 heures de la célébration du Grand Magal, la grande mosquée de Touba ferme ses portes au coronavirus. L'accès aux lieux de culte est filtré, le port du masque ainsi que le lavage des mains est obligatoire, nous disent nos envoyés spéciaux Amago Robernian et Cherdio. Grande mosquée de Touba, l'entrée est filtrée. À l'accueil, gel hydroalcoolique et masque. Des points comme celui-ci, il y en a à chaque entrée de la grande mosquée, un passage obligé pour tout pèlerin. Se laver les mains, mettre son masque et rester propre pour visiter ces lieux saints. On espère que toutes nos prières seront exaucées et que tout le monde sera en bonne santé car nous avons pris toutes nos précautions. Ils sont au total 500 éléments en faction pour barrer la route au coronavirus, comme instruit par le khalife général des Mourides. Nous nous assurons que les fidèles respectent les mesures barrières, qu'ils se lavent les mains et portent leur masque. Nous voulons que tout le monde puisse effectuer le pèlerinage en toute sécurité. Juste à côté du dispositif sanitaire, les vendeurs de masques aussi se frottent bien les mains. La vente de masques marche très bien, alhamdoulilah. Si c'était de notre ressort, le Magal serait prolongé, car les activités marchent bien pour nous. Chaque jour, je vends pour 25 000 à 30 000 francs CFA. Les masques se vendent vraiment très bien. J'ai déjà vendu au moins 300 masques. À 48 heures de la célébration du Magal, les premiers fidèles sont déjà arrivés dans la ville. La grande mosquée de Touba se barricade. La pandémie de Covid-19 n'est pas la bienvenue dans ce lieu de culte. Éducation à présent, l'école Renaissance des sourds des Maristes a enregistré cette année 100% de réussite aux examens de fin d'année CFE et BFM, cela grâce à une stratégie particulière et surtout à la détermination des élèves malentendants et de leurs enseignants. Le seul hic, l'insertion à terme de ces élèves dans le milieu du travail reste un défi à relever. Le dossier de Awa Diop et Cher Diop. Signer, ou plutôt allier le gestuel et le visuel pour communiquer, c'est la méthode d'apprentissage dans cet établissement. Nous sommes à l'école Renaissance des sourds. Ici, malgré le contexte dû au coronavirus, l'école a enregistré d'excellents résultats aux examens de fin d'année. Je dirais que ce n'était pas du tout évident cette année parce que nous avons vu la situation avec la Covid-19. Et là, il y avait beaucoup de nos élèves qui étaient déjà dans les villages. Et ce qu'on avait fait, on avait créé des groupes WhatsApp pour la classe du CM2 et pour la classe de la 3e. Donc, en ça aussi, de nos maisons, les cours continuaient. Les enfants recevaient encore leurs cours. S'ils ne comprenaient pas, on faisait en vidéo, voilà. Et là, ça permettait aux enfants de ne pas désapprendre. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons vu aussi que les élèves étaient très engagés, très motivés, parce qu'ils tenaient aussi à réussir. Des élèves dégourdis et déterminés à réussir, Aïssatou en est la parfaite illustration face à son professeur qui nous sert d'interprète par des mouvements des mains, du visage et du corps. La jeune malentendante nous fait part de toute sa joie d'avoir réussi son BFM. Elle se projette déjà dans une activité professionnelle. Oui, j'ai réussi à l'examen en classe de 3e pendant Corona. C'était difficile de rester à apprendre mes leçons, mais j'ai vu à la fin que j'ai réussi. Je suis très content. Oui, dans le futur, je suis en train de voir si je dois apprendre la restauration, quelques métiers de la vie pour m'insérer. C'est ce que je suis en train de voir.
Les langues des signes désignent les langues gestuelles, mais il existe une grande différence entre le langage des signes traditionnel et celui conventionnel qui permet de transmettre le savoir à ces enfants malentendants. Les enfants qui ne sont pas scolarisés, ils utilisent les langages traditionnels. Mais nous avons le langage des signes de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est différent, un peu différent, parce que la base c'est américain. Alors qu'en France ou dans certains pays francophones, ils utilisent la langue des signes français. C'est un peu différent encore. Donc, je pense que c'est spécifique ce que nous avons fait ici parce que c'est un langage où tout le monde peut se comprendre et puis ça prend toute l'Afrique de l'Ouest et puis je pense que c'est quelque chose de bien. Seul bémol, dans ce processus d'inclusion de ces enfants à besoins spécifiques, relever le défi de leur insertion dans le milieu professionnel, un cri de cœur de la directrice Anne-Marie Marone. Et nous avons de nos grands élèves aujourd'hui qui sont en train de se former. D'autres ont déjà reçu leur diplôme. Et il y a ceux qui travaillent. Malheureusement, il y a ceux qui ne travaillent pas pour le moment parce que les structures les accueillant, les structures qui peuvent les accueillir se disent que nous n'avons pas la capacité de communiquer avec un sourd et autres. Et ça aussi, ça crée des frustrations. Parce que c'est des enfants vraiment qui ont droit aussi pour travailler. Et ils sont des citoyens, ils doivent gagner leur vie. À l'école Renaissance des sourds, les enfants du silence sont suivis de la primaire au 3e secondaire. Mais malgré les excellents résultats et la formation au métier, le défi majeur reste encore leur insertion dans le monde du travail. Il est une puissante source d'énergie, l'une des premières à être utilisée pour faire voler les cerfs-volants, tourner les moulins. Aujourd'hui, on s'en sert pour produire de l'énergie. Il s'agit bien sûr du vent, source intarissable d'énergie renouvelable. Un récit de Mustapha Gabardio. Souvent placées dans des zones dégagées et venteuses, les éoliennes fonctionnent sur le même principe que les moulins, à la différence que l'énergie mécanique du vent est transformée en électricité. Le vent fait tourner les pales placées au sommet d'un mât. Ce mouvement entraîne la rotation d'un axe central, le rotor, relié à un générateur. À son tour, le générateur transforme l'énergie mécanique du vent en énergie électrique de type éolienne. L'électricité éolienne est redirigée vers le réseau électrique ou vers des batteries de stockage d'électricité. On appelle parc éolien ou ferme éolienne un site regroupant plusieurs éoliennes. Les éoliennes offshore ou éoliennes en mer sont installées au large des côtes. En février dernier, à une centaine de kilomètres de Dakar, la première phase de la centrale éolienne de Taïbandiaï a été inaugurée avec 16 turbines. Elle est conçue pour produire de l'électricité pendant au moins 20 ans en utilisant ces 46 turbines éoliennes. Sa mise en œuvre permettra de fournir 158 MW d'énergie propre, fiable sur le réseau électrique du Sénégal. Il représente une augmentation de 15% de la capacité de production électrique du pays, fournissant de l'énergie à plus de 2 millions de personnes. C'est avec votre rubrique dominicale Éclair que se referme ce bulletin d'information. Pour l'information demain, retrouvez Adama Anouchkaba. Je vous souhaite de passer une excellente semaine.